Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette Unipop Art, Littérature et Cinéma. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jean-François Bayon. Alors, tu peux venir Jean-François. Donc Jean-François, évidemment, on le connaît bien, on a la chance de l'accueillir, c'est un des meilleurs spécialistes du cinéma britannique, puisqu'il est professeur des universités en civilisation britannique à Bordeaux-Montaigne. C'est un habitué de l'Unipop, du Festival du film d'histoire. Il collabore à la Revue Positif. Il est surtout le co-auteur avec N.T. Bean d'un dictionnaire du cinéma britannique, donc aux éditions Vendémiaire, et ça a été publié il y a deux ans, 2021, voilà, il y a 4 ans maintenant. Et donc je disais que c'était un habitué de l'Unipop, puisque à chaque fois c'est sur le cinéma britannique, évidemment. Il est déjà intervenu donc à propos de Michael Powell, de Mike Leigh, de Carol Reed, du free cinéma, de l'espionnage dans le cinéma britannique, de Ken Loach et du mythe de Frankenstein. Peut-être j'en oublie un ou deux. Hitchcock, de mémoire ? Oui, c'est possible. C'est possible, voilà. Hitchcock, période britannique, évidemment. Donc, à toi la parole, avec un grand acteur. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des cinéastes. On passe à un grand acteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci François. Merci au public d'être là. Donc, je remercie François pour son accueil. Je remercie le cinéma Jean-Eustache. Et un remerciement tout particulier à Aurélie, qui a préparé les extraits que nous allons visionner ensemble ce soir. Alors, je me présente effectivement sous une double casquette, critique et universitaire, et l'exercice auquel je vais me livrer dans le cadre de l'Unipop est effectivement un petit peu inhabituel, puisque je ne vais pas parler d'un cinéaste, je vais parler d'un acteur. Donc je vais placer ma présentation sous l'influence de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler souvent, des collègues que je voudrais un petit peu citer pour leur rendre hommage, parce que je vais beaucoup m'inspirer de leurs travaux. Donc ce sont eux aussi, elles aussi, des universitaires ou des critiques. Christophe Damour, Christian Viviani, et je voudrais citer en particulier son ouvrage « Le magique et le vrai », que je vais citer un petit peu plus tard en détail. Richard Dyer, Geneviève Cellier, Gwenaëlle Legras, qui est une collègue ici à Bordeaux-Montaigne. Il y en aurait plein d'autres, je ne vais pas non plus vous ennuyer avec trop de noms. Alors pourquoi est-ce que je commence par parler de ces collègues ? Parce que je vais placer ma présentation sous un double... un axe double qui est à la fois celui de ce qu'on appelle les études actorales, qui consiste à regarder un film en étant attentif à la manière dont les acteurs ou les actrices interprètent un rôle. Donc observer les gestes, observer les mimiques, observer la manière dont les acteurs ou les actrices se déplacent dans un espace. Je vais essayer de faire un petit peu cet exercice sans être trop technique et j'espère sans être ennuyeux, en commentant avec vous certains extraits que nous allons bientôt visionner. Je vais aussi mobiliser un autre champ qui est un petit peu voisin des études actorales, mais qui est un petit peu différent, qui est ce qu'on appelle les Star Studies, et qui consiste davantage à s'intéresser à la manière dont une catégorie particulière d'acteurs, ce qu'on appelle les stars, mobilisent dans les rôles qu'ils investissent ou qu'elles investissent, ce qu'on appelle l'aura, ce qu'on appelle la persona, c'est-à-dire la mémoire de leur rôle précédent, la mémoire des personnages qu'elles ont incarnés dans les films précédents, et également l'image publique que ces acteurs ou ces actrices développent au cours de leur carrière. Donc je vais essayer de mobiliser ces deux manières de regarder les films sur un exemple qui est un exemple, je suppose, familier à beaucoup d'entre vous, qui est l'exemple de l'acteur Anthony Hopkins. Alors, je parlais il y a 2 minutes de mon collègue et ami Christian Viviani. Christian Viviani, dans son livre « Le magique et le vrai », cite Michel Chion et rappelle que pendant longtemps, l'acteur a été, je cite, « le remords du critique ». C'est-à-dire que pendant très longtemps, les critiques de cinéma étaient peu ou pas attentifs aux acteurs, ou parlaient des acteurs de manière un peu automatique, en utilisant des formules comme « ah oui, le formidable Michel Simon »,« la formidable Greta Garbo », etc. Et finalement, ne parvenaient pas ou parvenaient mal à rendre compte du travail des acteurs.
Alors bon, cette époque est révolue et maintenant on arrive beaucoup mieux, beaucoup plus finement à parler des acteurs et des actrices dans les revues de cinéma et dans les études universitaires. Et aujourd'hui, on considère souvent que les acteurs et les actrices sont parfois même les auteurs des films dans lesquels on va les admirer. Pour citer un autre collaborateur de Positif, un autre rédacteur de Positif, Alain Masson, je cite, « Il arrive souvent que l'acteur soit un des auteurs de son programme gestuel ». Et c'est cette notion de programme gestuel que je vais aborder également aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont toute une panoplie de gestes est mobilisée par un acteur de manière spécifique. C'est-à-dire que je vais essayer de voir comment Hopkins bouge de manière reconnaissable, essayer de repérer un catalogue, une panoplie de gestes qui lui sont propres et qu'on peut identifier à travers les films. Un autre critique, qui cette fois écrivait plutôt dans les cahiers du cinéma, Luc Moulet, a publié il y a fort longtemps un ouvrage qui s'appelle « Politique des acteurs ». Et il défendait donc cette idée que les acteurs étaient co-auteur, disait-il, de l'œuvre cinématographique. Donc, un acteur, une actrice signe les films dans lesquels il apparaît, et c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Mais avant cela, avant de parler de Hopkins, je vais vous poser une petite devinette. Quel est le point commun entre Ray Milland, Richard Burton, Christian Bale et Anthony Hopkins? Eh bien, la réponse, c'est que ce sont 4 acteurs hollywoodiens, tous natifs du pays de Galles. Et ouais. Alors j'aurais pu allonger la liste, hein, mais ça serait devenu un exercice un petit peu ennuyeux. J'en mentionnerai un ou deux autres un petit peu plus tard. Alors, ces acteurs ont d'autres points communs. Hein. Ray Milland, Richard Burton, Christian Bale, Anthony Hopkins sont tous des acteurs que je qualifierais d'acteurs un peu loup-garou, des acteurs doubles qui ont une facette aimable, une facette affable et séduisante, et puis une facette un peu plus inquiétante, une facette menaçante. Et s'ils ont tous percé à Hollywood, c'est en partie grâce à cette capacité à exploiter une double identité, une dualité, parfois à cheval entre vie publique et vie intime. Des acteurs qui ont parfois cultivé une image d'excès et de goût du défi des limites physiques. Il suffit de penser à certains rôles de Christian Bale, par exemple, qui aime bien se poser des défis physiques, soit en devenant très très mince, très très maigre pour certains rôles, soit au contraire en prenant beaucoup d'embonpoint. Alors, je parlais de dualité, d'acteurs doubles. Hopkins, pour en venir à lui, a interprété, on s'en souvient peut-être, le double rôle de Don Diego de la Vega et de Zorro dans la version réalisée par Martin Campbell en 1998. C'était le masque de Zorro. Christian Bale ayant, quant à lui, incarné le rôle double de Bruce Wayne et de Batman. Alors, je ne mentionne pas du tout ces 2 exemples au hasard, puisqu'on sait que le personnage de Zorro a directement inspiré celui de Batman dans la bande dessinée bien connue. Alors, peut-être que cette provenance galloise a permis à ces acteurs d'affronter des démons intérieurs, en tout cas peut-être du point de vue hollywoodien, que la bienséance inspirée au héros hollywoodien classique, à l'acteur hollywoodien classique, n'autorisait pas. Imagine-t-on John Wayne en alcoolique récidiviste, comme Ray Milland dans Le Poison? Imagine-t-on Ronald Reagan en prêtre défroqué, à la fois dépressif et alcoolique, comme Richard Burton dans La Nuit de l'Iguane? Imagine-t-on Alan Ladd en tueur en série, comme Christian Bale dans American Psycho? Alors le démon de l'alcool, la dualité, sont au cœur de la définition de la persona de la star hollywoodienne qu'est devenue Anthony Hopkins. Encore récemment, dans un post diffusé sur Instagram pour présenter ses vœux de nouvelle année 2023, Hopkins faisait référence à son combat pour rester sobre et se présenter comme, je cite, « a recovering alcoholic », donc un alcoolique qui lutte pour rester sobre et pour ne pas replonger dans le démon de la boisson. Il a en effet rejoint les Alcooliques Anonymes en 1975
après s'être réveillé dans une ville d'Arizona sans avoir le moindre souvenir de la manière dont il s'était retrouvé dans cette situation. Et c'est une dimension de son existence qui a beaucoup compté pour la définition de sa carrière et pour la manière dont il a investi les rôles de la première partie de sa carrière hollywoodienne. Alors, Hopkins, c'est aussi un acteur qui a beaucoup de facettes. Il peint, il compose, il joue de la musique, il réalise des films. Je ne parlerai pas de ces facettes-là dans ma présentation parce qu'il faudrait plusieurs vies, comme il a l'air d'en avoir. Son autre addiction est devenue le cinéma, peut-être pour compenser celle de l'alcoolisme qu'il a réussi à vaincre. Plus récemment, Hopkins a été le premier acteur diagnostiqué en 2007 du syndrome d'Asperger, une maladie du spectre de l'autisme, comme vous le savez sans doute. Et il a été le premier acteur diagnostiqué du syndrome d'Asperger à obtenir un Oscar pour The Father en 2020. Alors, d'après Hopkins lui-même, je ne suis pas en train d'essayer de romantiser la maladie, mais Hopkins lui-même, dans des entretiens, a expliqué que, selon lui, cela avait dû l'aider, paradoxalement, dans la construction de son jeu d'acteur. Son jeu d'acteur est en effet très analytique. Il aime démonter le mécanisme de ses personnages pour comprendre ce qui les anime. Et il remarque aussi, dans les mêmes entretiens, qu'on lui confie souvent des rôles de personnages qui exercent une forme de contrôle sur eux-mêmes, sur les autres, sur la réalité. C'est peut-être, dit-il, dans un entretien donc, de 2017 pour le Daily Mail, ainsi que les autres, donc les producteurs, les réalisateurs, le perçoivent. Son attitude à cet égard est d'ailleurs très professionnelle. Il dit qu'il accepte les rôles parce qu'il est un acteur et que c'est son métier. On va retrouver au fil de cette présentation cette attitude d'un acteur qui se définit avant tout comme quelqu'un qui exerce une profession. Mais Hopkins n'est pas seulement un acteur, il est devenu une star, c'est-à-dire quelqu'un qu'on reconnaît, qu'on identifie, qui a une signature, une voix, une silhouette, un regard, des habitudes de jeu qu'on reconnaît d'un film à l'autre. C'est aussi de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, petit retour en arrière. Hopkins est né en 1933 dans une localité du sud du Pays de Galles, une petite ville minière qui s'appelle Port Talbot. Et il a connu une jeunesse assez difficile, une enfance pénible, entouré de modèles masculins brutaux, où les hommes n'étaient pas censés, et les garçons n'étaient pas censés exprimer leurs émotions. Et puis à l'école, ça s'est assez mal passé pour lui, d'abord parce qu'il n'était pas très bon élève, et aussi parce que les autres élèves n'étaient pas non plus spécialement plaisants avec lui. Voilà, donc plutôt le souffre-douleur et l'élève du fond de la classe qu'on ne remarque pas. Il grandit aussi dans une Grande-Bretagne en crise économique, puis en guerre, puis en proie aux difficultés liées au rationnement. Son envie de devenir acteur, dans ce contexte, lui vient de son amour du cinéma. Il passe beaucoup de temps à aller voir des films et il se prend d'affection pour les films de gangsters. Il s'identifie à James Cagney, à Humphrey Bogart, à Pat O'Brien. Peut-être que certains d'entre vous viennent de reconnaître la distribution d'un film qui va beaucoup compter pour lui, qui est Les Anges aux figures sales de Michael Curtiz, une production Warner. Il voue une passion vraiment particulière à Bogart, parce que Bogart lui rappelle son grand-père. Et la figure du grand-père va revenir souvent dans ce que je vais avoir à raconter. L'autre grande révélation qui va achever de lui donner envie de faire du cinéma, mais aussi dans un premier temps du théâtre, c'est le Hamlet de Laurence Olivier qu'il découvre en 1948. Il a alors 15 ans, je rappelle, né en 1933. Alors, encouragé par ses parents, le jeune Anthony Hopkins va essayer de trouver des moyens de faire du théâtre. Et il va tenter une audition en 1965 pour entrer à la RADA. La RADA, c'est la grande école de théâtre de Londres. Et le
l'audition va se dérouler devant Laurence Olivier, donc le réalisateur et le grand acteur de ce fameux Hamlet qu'il avait tant admiré. Et Laurence Olivier le repère et le fait entrer au National Theatre, qui est l'un des grands théâtres londoniens de l'époque et encore aujourd'hui. Et Laurence Olivier le prend sous son aile et l'engage comme doublure. Donc pendant quelque temps, Hopkins va doubler, donc va remplacer Olivier dans Strindberg, Shakespeare, Tchekhov. Et pendant quelques années, Hopkins va développer une double carrière, à la fois sur les planches et petit à petit au cinéma et à la télévision. Alors au théâtre, il va briller, hein, il va devenir un des plus grands acteurs shakespeariens de la fin des années 60, jusqu'à avoir le douteux privilège de devenir le dernier acteur blanc à jouer Othello grimé dans une production BBC pour la télévision, une production BBC très controversée de 1981. Alors, il a une excuse, c'est que au départ, le rôle devait être attribué à un acteur afro-américain, James Earl Jones, mais les syndicats d'acteurs britanniques ont râlé parce qu'ils ont expliqué que pour des raisons syndicales, le rôle ne devait être attribué qu'à un Britannique. Donc, l'acteur afro-américain n'a pas eu le rôle et a été remplacé par Hopkins. Alors, au cinéma, Hopkins débute en 1967, d'abord dans un court-métrage de Lindsay Anderson, et puis petit à petit va se révéler, d'abord dans des rôles secondaires. Par exemple, il joue Richard Cœur de Lion dans Le Lion en hiver en 1968, aux côtés de Katharine Hepburn, excusez du peu. Et donc à partir de là, il enchaîne les seconds rôles et se fait remarquer. Mais très vite, il marque une nette préférence pour le cinéma et considère que le théâtre, c'est pas vraiment pour lui. Alors, il continue de mener une carrière parallèle et abandonne une première fois le théâtre au beau milieu d'une production de Macbeth en 1973 pour partir pour les États-Unis, avant d'arrêter définitivement le théâtre en 1989. Alors, on devine à travers ce cheminement une personnalité un petit peu instable, une grande fragilité intérieure qui, rétrospectivement, peut s'expliquer en partie par la maladie. Alors, il a expliqué aussi que l'une des raisons qui l'ont poussé à abandonner le théâtre, c'était un grand sentiment d'insécurité que le fait de, soir après soir, donner des représentations lui procurait. Et on va retrouver ce sentiment d'insécurité, lui aussi, très souvent, jalonner la carrière de Hopkins. Deux exemples rapides. En 1995, Oliver Stone lui propose le rôle de Richard Nixon, et dans un premier temps, il refuse. Il refuse parce qu'il ne se sent pas légitime, il sent qu'il n'aura pas la capacité à endosser le rôle. Alors, de manière un petit peu perfide, Oliver Stone glisse dans la conversation que si c'est comme ça, il va donner le rôle à Gary Oldman. Alors, ça pique un petit peu la fierté de Hopkins, qui dit « Bon, d'accord, je vais essayer ». Et le premier jour de tournage, Hopkins se retrouve sur le plateau pour la première journée de répétition face à James Wood et une pléiade d'acteurs américains brillants. Et il se sent très très mal parce qu'il a l'impression qu'il ne va pas être à la hauteur face à tous ces acteurs qu'il admire. Ça se passe très bien. Bon, il se fait un peu chambrer. Et après, il devient Nixon. Et il impressionne vraiment à l'écran. L'autre anecdote, c'est le tournage de Surviving Picasso, donc sa troisième collaboration avec James Ivory en 1996, donc le film qu'il a fait avec Ivory après Howard's End, après Howard's End et Les Vestiges du Jour. Et ils vont se fâcher sur ce tournage. Ivory et Hopkins vont se fâcher sur ce tournage parce que Ivory passe son temps à complimenter l'actrice principale, mais jamais Hopkins. Après chaque scène, Hopkins ne reçoit jamais le moindre compliment. Et Hopkins finit par prendre la mouche et il va voir Ivory en disant « Mais pourquoi j'ai jamais de compliments? Ce que je fais n'est pas bien, ça ne va pas. » Et en fait, c'est parce que
justement ça va très bien et que Ivory trouve que c'est tellement parfait qu'il n'a pas besoin de compliments et qu'en plus il est persuadé que Hopkins, tout le monde sait que c'est Hopkins et que c'est un acteur sur lequel on peut tellement compter tout le temps qu'il n'y a pas besoin de le complimenter, alors qu'il pense que l'actrice, elle a besoin d'être soutenue parce que c'est une débutante, elle est un peu fragile et voilà. Bon. Donc un malentendu, comme il y en a beaucoup dans la carrière de Hopkins. Alors les premiers grands rôles viennent très vite, à la fin des années 70, dans les années 80, et très très rapidement, Hopkins va se retrouver sous la direction de très grands réalisateurs. Robert Wise, Richard Attenborough, David Lynch, et bizarrement, je n'ai pas trop d'explications à ce sujet, il va se retrouver dans une série de films qu'on peut qualifier de films de genre. Cinéma fantastique, horreur, science-fiction. Et ça, c'est quelque chose qui va jalonner toute sa carrière jusqu'à très récemment. On peut penser à la franchise Thor, par exemple, ou à la série Westworld, que certains d'entre vous ont peut-être visionné. Alors, si j'avais eu plus de temps, j'aurais commencé avec un film de Robert Wise qui s'appelle Audrey Rose, qui est une histoire de réincarnation. Pas un film entièrement réussi, mais assez important pour la carrière de Hopkins, puisque le film, enfin, l'histoire du tournage du film montre déjà que on est en 1977, et déjà Hopkins jouit de toute la confiance d'un réalisateur, Robert Wise, qui est un des grands vétérans du cinéma américain de l'époque. Et Wise impose Hopkins, à l'époque, contre l'avis du scénariste, qui est aussi l'auteur du roman adapté dans ce film. Alors le scénariste souhaitait, je cite, « un Américain pur jus, l'équivalent d'un Gary Cooper ou d'un Henry Fonda ». Je trouve cette remarque très intéressante parce que ça prouve, comme je signalais tout à l'heure, que justement, Robert Wise préfère engager Hopkins parce que Hopkins, ça n'est pas un Américain pur jus. C'est un acteur qui introduit une faille dans le personnage, qui introduit un décalage par rapport à ce qu'aurait incarné un acteur positif, porteur de l'Amérique, sûr de ses valeurs. Hopkins, c'est pas ça. Hopkins, c'est quelqu'un qui va introduire un tremblement, qui va introduire une instabilité, qui va introduire tous les dérèglements que le cinéma de genre exige, en particulier dans ce rôle et dans ce film. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ce film dont Hopkins, par la suite, a expliqué qu'il le détestait, qu'il le trouvait, je cite, atroce. Voilà. Et je vais plutôt enchaîner sur le film qui va nous fournir le premier extrait, qui est une de ses nombreuses collaborations avec Richard Attenborough. Je pense que Richard Attenborough, cinéaste britannique qui a réalisé beaucoup de coproductions avec les États-Unis, doit être le réalisateur avec lequel il a le plus travaillé. Et donc, l'année suivante, donc en 1978, Hopkins s'investit à nouveau dans un film de genre, réalisé donc par un Britannique, qui s'appelle Magic. Alors, pourquoi j'ai tenu à montrer l'extrait qu'on va voir ? Parce que c'est le premier grand rôle double de Hopkins. Et vous allez voir 2 fois double d'une certaine façon, puisque c'est l'histoire d'un ventriloque victime de sa marionnette. À moins qu'il ne soit psychopathe et projette sur sa marionnette un dédoublement de personnalité. Voilà. Voilà. Bon, c'est juste un échantillon du talent de ventriloque de Hopkins, qui a vraiment appris le métier pour interpréter le rôle. Alors, ce qui m'intéresse dans ce rôle, évidemment, c'est... vous avez vu que la marionnette a les traits grossiers, un petit peu caricaturés de Hopkins lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est que le personnage de Hopkins, d'une certaine façon, est une sorte d'allégorie de la technique de jeu de Hopkins, c'est-à-dire une technique de jeu qui est basée sur l'extériorité et pas sur l'intériorité. C'est-à-dire que, un peu plus tard, je vous parlerai de Stanislavski, qui est un des grands théoriciens du jeu d'acteur, qui a inspiré notamment ce qu'on appelle la méthode à Hollywood, qui a inspiré notamment Brando, James Dean, etc. Mais ce que retient de Stanislavski, qu'il a lu
Anthony Hopkins, c'est autre chose, c'est la théorie de l'acteur marionnette, c'est-à-dire un acteur qui est un peu comme une sorte de mécanique finalement, une mécanique de geste, une mécanique gestuelle qui n'exprime rien d'autre que ce qu'on voit finalement. Et donc le jeu de Hopkins est en fait tout en extériorité et pas en intériorité. Donc il ne faut pas chercher à creuser une personnalité, mais simplement à comprendre le jeu de Hopkins comme un travail à partir des objets, à partir des accessoires, à partir des... il se sert énormément dans son jeu du décor. On va souvent trouver des scènes où Hopkins s'appuie sur un élément de décor, s'appuie littéralement, hein, s'affale ou se prend appui de tout son corps sur un mur, sur un élément de décor, de manière à exprimer quelque chose. Donc cette manière très extérieure finalement de travailler, c'est un peu quelque chose qui se définit dans ce film. Et puis, évidemment, la faille, c'est-à-dire le fait que ce personnage est littéralement divisé sous nos yeux, d'une certaine façon, hein, en un personnage en chair et en os, et sa projection sur une marionnette. Donc cette faille du personnage du marionnettiste dans Magic va aussi définir... on peut y lire d'une certaine façon le programme qui va définir une très grande partie de la filmographie à venir de Hopkins. Alors, le film suivant, que nous allons aborder très, très rapidement, et qui va installer définitivement Hopkins dans la cour des très très grands acteurs, c'est Elephant Man. Elephant Man, c'est le film qui va tourner avec David Lynch en 1980, à une époque où David Lynch n'est pas non plus un cinéaste très très connu, c'est pas encore le grand génie reconnu par tout le monde qu'il sera par la suite. Il n'en est qu'à son deuxième long métrage avec Elephant Man. Alors le défi pour Hopkins dans Elephant Man, c'est d'abord de parvenir à exister en tant que personnage face au monstre. Parce que Elephant Man, c'est le film qu'on va voir pour voir Elephant Man. Même si la stratégie de Lynch, c'est de nous faire énormément attendre la vision pleine et entière du corps de John Merrick. Donc il y a beaucoup de travail, hein, de travail de mise en scène et de travail d'acteur. Alors, il y a beaucoup de choses à observer, je ne vais pas pouvoir tout décrire. Mais ce qui frappe, et ce que je vais dire à propos de la séquence fonctionne aussi sur la séquence précédente, c'est l'emploi combiné du regard et de la voix. C'est la première chose qu'on remarque. Alors, de manière très différente de la séquence précédente, mais c'est quand même, voilà, ce sont les deux piliers de ce qui, chez Hopkins, mobilise l'attention. Et ce qu'on va évidemment retrouver dans Le Silence des agneaux. Capter l'attention de l'auditeur, de l'auditrice, voire l'hypnotiser. Alors, du côté de la voix, on a un débit de voix qui est relativement rapide, relativement net, une élocution très précise, reflétée dans la gestuelle. Vous aurez remarqué la très grande économie de gestes. Et un autre point commun avec la première apparition de Hannibal Lecter. Alors, il y a des gens qui n'ont pas vu Le Silence des agneaux ici ? Ouais, voilà, tout le monde l'a vu quasiment. C'est la posture très droite, hein, qui est la chose qui frappe immédiatement quand on découvre pour la première fois le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Et là, c'est pareil, hein, c'est cette posture très très droite et très très peu de mouvements autour, très peu de mouvements parasites, juste un petit mouvement de quelques doigts de la main gauche à un certain moment. La mobilité de la tête, mais là aussi très très contrôlée,
Et ce contraste entre la tête qui part d'un côté, les doigts qui partent de l'autre, ou la main qui part de l'autre, ça c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans beaucoup de personnages qu'incarne. Donc c'est cette manière de dynamiser par une économie de gestes, mais qui sont c'est presque une mathématique. Et donc cette maîtrise de la gestuelle, cette maîtrise du langage, cette articulation, le fait que c'est très articulé, très découpé, tout ça, ça exprime, dans le cas précis de la séquence qu'on vient de voir, la très grande maîtrise du personnage, le contrôle, qui, en l'occurrence, dans la continuité du film tout entier, bloque l'accès aux émotions. Alors qu'on sait que le personnage interprété par Hopkins est ému par la condition de l'homme-éléphant. C'est l'émotion et la compassion sont le moteur de son investissement dans la. Il n'est pas mu par l'intéressement financier, il n'est pas mu par l'ambition sociale, etc. Il est mu par la compassion, il est mu par l'émotion. Mais cette émotion ne transparaît pas, elle est bloquée. Et de la même façon, il y a aussi une insécurité intérieure, puisqu'en fait, on sait aussi que de cette scène dépend la suite. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout certain qu'il va pouvoir continuer de s'occuper de John Merrick et de maintenir la place de John Merrick à l'hôpital. Donc, insécurité, émotion, mais tout ça est bloqué par cette très grande impression qu'il donne de contrôle, de maîtrise, d'éloquence. Donc ce refoulement de l'affect, en fait, ça va devenir une des constantes de beaucoup, j'allais dire de la plupart des rôles de Hopkins par la suite. Un peu sa marque de fabrique et en tout cas la définition de sa persona d'acteur. Parfois même jusqu'à l'enfermer dans ce que les anglophones appellent le typecasting, c'est-à-dire qu'on va lui donner, parfois mécaniquement, des rôles de personnages masculins qui refoulent leurs émotions, qui répriment leurs affects, mais qui ont une faille intérieure, qui ont une... voilà. Donc on est en train d'approcher de la thématique que j'avais annoncée, l'éloquence de la faille. Voilà, donc pour l'instant, on est dans la mise en place des éléments fondamentaux qui vont permettre à Hopkins d'explorer, d'investir ces éléments. Alors, à propos du rôle qu'il interprète dans Elephant Man, Hopkins expliquait que son jeu reposait sur des trucs. Donc là, on retrouve cette idée du marionnettiste, et qu'il n'y a, chez lui en tout cas, dans sa manière de produire les effets, aucune vérité émotionnelle intérieure profonde. C'est pas un acteur de la méthode, c'est pas James Dean. Donc il ne va pas rechercher en lui quelque chose de profond qui va être le moteur de son jeu. Par exemple, il y a une scène, donc pas celle qu'on vient de voir, une autre, où son personnage se met à pleurer. Pas des grosses larmes, pas des gros sanglots, mais enfin il y a des larmes qui coulent. Et pour arriver à faire couler ces larmes, son truc, c'était de fixer un point dans l'espace sans cligner des yeux. Et au bout d'un moment, ça produisait des larmes. Donc il n'y a aucun sentiment réel, aucune... Voilà, c'est juste un truc. Et en fait, Hopkins, c'est ça, c'est juste des trucs. Je vais en mentionner d'autres par la suite. Et c'est à ce propos qu'il citait, dans un entretien donc, sur Elephant Man, Stanislavski, qui conseille, donc, d'après ce qu'il en retient en tout cas, de recourir à la technique quand on ne ressent pas l'émotion. Voilà. Alors, les années 80 dans lesquelles nous sommes entrés sont une période aujourd'hui un peu oubliée, un peu négligée de Hopkins. J'aurais voulu y séjourner longtemps, mais l'heure est en train de filer très très vite. Donc, je vais passer très rapidement. Et nous allons devoir nous contenter d'un joli film un peu méconnu, même très méconnu, je pense. J'espère vous le faire découvrir et, qui sait, vous le faire aimer, vous donner envie d'aller emprunter en médiathèque le DVD, réalisé par un Britannique dont le nom a des résonances galloises, mais ça n'est pas un gallois, c'est un anglais, j'ai vérifié, qui s'appelle David Jones. On ne peut pas faire plus gallois comme nom. Alors le film s'appelle 84 Charing Cross Road, du nom d'une artère du centre de Londres, où, à une certaine époque que moi j'ai connue,
un numéro de cette rue sur deux, était une boutique de livres d'occasion. Alors aujourd'hui, vous allez dans la même rue de Londres, il n'y a plus du tout de boutique de livres d'occasion, c'est fini. À la place, il y a des fast-food et autre chose. Bon, mais en 87, l'époque où le film a été tourné, il y avait plein de boutiques de livres d'occasion dans cette rue. Et donc le film a été adapté d'un livre autobiographique d'une écrivaine américaine et scénariste américaine qui s'appelle Helen Hanff et qui avait noué une relation épistolaire avec le libraire principal, le gérant d'une de ces librairies, qui lui envoyait de manière de plus en plus régulière des livres qu'elle commandait et qu'elle n'arrivait pas à trouver aux États-Unis. Donc c'est une correspondance qui a duré sur près de 40 ans. Et le film donc adopte le format épistolaire. Donc c'est un film dont il est difficile de découper. Alors j'ai essayé de... Alors l'extrait qu'on va avoir n'illustre pas du tout le format épistolaire dont je suis en train de parler. La distribution du film est assez prestigieuse, puisque aux côtés de Hopkins, on trouve Anne Bancroft et Judi Dench. Donc c'est pas mal. Donc, je vais être rapide parce que je m'aperçois que le temps file vraiment. Donc, on remarque des choses que j'ai déjà décrites à propos des scènes précédentes, hein, sur la gestuelle, l'utilisation de l'accessoire, les silences, les pauses, très importantes, très savamment dosées, hein, encore une fois. Et on va arriver, parce qu'il le faut, aux années 90. Juste avant, je voudrais quand même signaler que un des fils rouges, hein, dans la carrière de Hopkins, qui est déjà présent dans les années 80 et qui va revenir un peu tout au long de sa carrière, c'est la figure du roi Lear. Donc là, on est encore dans les années 80, on était en 87. L'année précédente, Hopkins a interprété le roi Lear au théâtre, puisque à l'époque, il est encore dans sa période où il lui arrive de se produire sur les planches. Et périodiquement, il va se retrouver à interpréter des personnages qui sont soit directement des adaptations de la pièce de Shakespeare pour la télévision ou le cinéma, soit interpréter des personnages qui sont des versions plus ou moins maquillées du roi Lear. Je songe par exemple à Légende d'automne, le film de 1994, où il joue un personnage de patriarche. C'est une sorte de western un petit peu tardif, où donc il joue le rôle d'un vieux colonel qui a 3 fils. Alors c'est pas 3 filles, hein, mais c'est 3 fils. Mais de la même façon, on peut tout à fait y voir une sorte de transposition sur un mode donc très masculin du schéma de la pièce de Shakespeare. Et puis, évidemment, il faut faire une place à la franchise Thor, hein, dans laquelle il est apparu quand même 3 fois, hein, où il joue donc le rôle de Odin, hein, le roi des dieux, et de la même façon, la dualité entre les 2 fils d'Odin dans la franchise Thor fait beaucoup penser au roi Lear, surtout dans le premier volet de la franchise, qui a été quand même réalisé par Kenneth Branagh, grand réalisateur shakespearien. Voilà. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà, c'est une chose qu'il faut mentionner. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est que donc c'est dans les années 80, la fin des années 80, que commence donc à s'installer notamment par ce passage par le personnage du roi Lear, que commence à s'installer vraiment cette série de figures d'autorité à la fois patriarcales, paternalistes, faillibles, qui vont de plus en plus peupler sa filmographie. Alors dans le désordre, hein, je peux mentionner Van Helsing dans le Dracula de Coppola, William Parrish dans Rencontre avec Joe Black, le juge Orwin dans Les Fous du Roi, Sir John Talbot dans Wolfman, le cardinal Ratzinger dans Les Deux Papes, où il fait face à un autre acteur gallois, hein, Jonathan Pryce, qui joue l'autre pape, celui qui vient de nous quitter, hein, le pape François. Et puis bon, la liste est très très longue. Alors le tournant dans la carrière de Hopkins, c'est les 2 films qui sont au programme de l'Unipop de ce soir.
Donc c'est le début des années 90. C'est évidemment le Retour à Howard's End et Le Silence des agneaux. Alors, l'ordre chronologique, c'est d'abord Le Silence des agneaux et ensuite Retour à Howard's End. Alors, je n'ai pas trop le temps d'en parler parce qu'il me reste assez peu de temps et je voudrais quand même qu'on voit les extraits que j'ai prévus. Mais je dois quand même rapidement mentionner le fait que Le Silence des agneaux, c'est le moment vraiment où il devient la grande star hollywoodienne, en particulier parce qu'il obtient un Oscar pour un tout petit peu plus d'un quart d'heure de présence à l'écran quand même, hein, c'est pas beaucoup. Et il obtient l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle-là, le rôle de Hannibal Lecter, rôle pour lequel il avoue avoir été intimidé par sa partenaire féminine, dont il avait dit à l'époque « Jodie Foster, c'est déjà une vraie star ». Et puis, pour la voix d'Hannibal Lecter, donc encore la voix hein, qui magnétise, il a expliqué s'être inspiré de la voix de l'ordinateur HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, et l'histoire des deux films est liée de manière assez intime, puisque l'une des amies de James Ivory, le réalisateur de Retour à Howard's End, travaillait sur le montage son du Silence des agneaux. Et donc c'est comme ça que le scénario de Retour à Howard's End a été transmis à Hopkins, qui a tout de suite été conquis. Voilà. Mais le truc, c'est que il n'avait pas encore eu l'Oscar à ce moment-là, donc il était encore abordable financièrement par Ivory. Parce que le film d'Ivory, c'est pas du tout un film à gros budget. Sinon, peut-être qu'il n'aurait pas pu se payer Hopkins, on ne sait pas. En tout cas, le travail de Hopkins sur Howard's End, dont je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que je voudrais dire parce que ça serait très très long, mais en quelques mots, vous vous souvenez hein, de la diapositive qui présentait cette conférence, on voit Hopkins et sa partenaire Emma Thompson, et Hopkins arbore une moustache. Donc c'est un autre exemple de ce fameux travail de Hopkins à partir de l'extériorité et de ces trucs hein, dont il parle. Puisque Hopkins a expliqué que il a travaillé, il a découvert son personnage, il a compris, entre guillemets, son personnage à partir du moment où il a mis cette moustache. Et là, il a compris, voilà, il a compris que le personnage de l'homme d'affaires dans le film, Henry Wilcox, était, voilà, il s'est regardé dans un miroir et il s'est dit, voilà, ça, c'est un homme sans scrupules, c'est un homme dur en affaires. Donc il s'est mis à partir de là à développer toute une vision du personnage sur la base de la transformation de son visage, qui se retrouve complètement transformé, et en particulier le fait que ça faisait ressortir ses yeux. Bon, là, je crois qu'on est un petit peu dans les sommets de l'œuvre d'Ivory et de Hopkins. Je pense que c'est un peu indépassable. Dans l'inertie aussi, hein, l'économie de geste. C'est difficile d'en faire moins. Alors, bon, le film raconte une histoire triste. Hein, c'est un personnage qui a raté sa vie, qui a un peu tout raté et qui essaie de rattraper, mais c'est trop tard. Et la scène qu'on vient de voir, c'est un concentré d'inertie. Hein, et dans le jeu de Hopkins, ça se voit très bien, c'est-à-dire que c'est un concentré de non-geste. Alors, pour préparer le rôle de Stevens, donc le rôle d'un majordome hein, au service d'un maître qui a été à un moment donné du mauvais côté de l'histoire. Donc, dans les années 30, il a fait partie de ces groupes d'aristocrates anglais qui ont fricoté avec le nazisme. Donc, pour préparer le rôle de ce majordome, Hopkins a été coaché par un véritable majordome et qui lui avait donné le conseil suivant. Quand le majordome est dans la pièce, celle-ci doit paraître encore plus vide. Alors, je ne sais pas si c'était un majordome zen, mais en tout cas, le conseil est intéressant parce que c'est un nouveau défi pour l'acteur, c'est en faire moins, en faire peu,
parce que sa présence dans le plan doit équivaloir à une forme d'absence, il doit se retirer. Et alors là, c'est intéressant parce qu'en plus, il est face à une partenaire qui n'est pas n'importe laquelle, hein, qui est Emma Thompson, et on voit très bien comment son jeu, mais c'est vrai dans les autres films aussi, sert aussi sa partenaire, c'est-à-dire qu'elle existe aussi, elle est présente, et il y a un équilibre entre les deux acteurs. C'est-à-dire qu'il y a aucun des deux ne tire profit de la scène aux dépens de l'autre. Et c'est une des beautés, je trouve, du talent de Hopkins, c'est de savoir faire ça. Alors Hopkins parlait à propos de son jeu dans ce film d'un processus de soustraction. Il disait il ne faut pas en faire trop, voilà, less is more, ce genre de choses. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire à propos de ce film, mais je voudrais me rapprocher du présent et des derniers grands rôles de Hopkins. Alors, j'en ai distingué deux. J'ai d'abord distingué un rôle qui est un rôle secondaire, mais c'est un peu comme pour Le Silence des agneaux. Un rôle peut être réduit en termes de temps de présence à l'écran et marquer tout le film et faire partie des choses qu'on va retenir longtemps après du film. Alors je veux parler en l'occurrence du film de James Gray, Armageddon Time, où il joue le rôle du grand-père du jeune protagoniste. Alors, il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être cueilli par le dernier plan, je trouve, hein, qui est donc la fille. Enfin, c'est Anne Hathaway qui joue le rôle de la fille de Hopkins, évidemment, et qui était là tout le temps, et qui observait dans sa voiture, parce qu'elle sait que son père va mourir. Hein, il est atteint d'un cancer. C'est la séquence suivante. Hein, bon, c'est ce très beau film, hein, qui comporte beaucoup de très belles séquences. C'était assez facile de choisir, parce qu'il y a deux très belles séquences avec le jeune garçon. Alors ça confirme beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées, hein, la capacité de Hopkins à laisser de l'espace à son partenaire de jeu. On assiste ici à une des transformations de la figure de patriarche que Hopkins a commencé à développer quelques décennies plus tôt, qui est la figure du mentor, hein, c'est-à-dire la figure d'autorité qui a suffisamment de bouteilles et suffisamment qui est suffisamment en capacité d'expérience pour prendre sous son aile quelqu'un de plus junior, de plus jeune, de moins expérimenté, et le pousser dans la vie et le guider. Alors, bon, ici, c'est un rapport grand-père-petit-fils, ça marche assez bien, c'est assez évident, mais on trouve toutes sortes de variations de cette figure du mentor dans la dernière partie de la filmographie de Hopkins. Pas toujours des films très passionnants, il faut bien le dire, mais parfois des thrillers un peu secondaires, des choses comme ça, et puis de temps en temps des vrais chefs-d'œuvre, comme ceux à quoi on vient d'assister. Et parfois les mentors sont un petit peu faillibles, hein, sont parfois un petit peu criminels même. Alors c'est pas le cas ici. Là, la faille, elle est dans la maladie, hein, dans le fait qu'il se sait mourant, mais il raconte un peu une fable à son petit-fils, et c'est notamment de là, mais aussi du montage et de la mise en scène, que jaillissent l'émotion. Je ne parle pas trop des metteurs en scène, parce que ce n'est pas l'objet direct, mais il faudrait en parler un peu plus. Alors, pour nourrir le personnage, Hopkins s'était inspiré de son propre grand-père, puisque il est... L'Amérique, ça ne lui parle pas. Hein. Il avait dit dans une interview je ne suis pas américain, moi je viens du Pays de Galles. Mais donc il avait fallu qu'il aille chercher dans sa propre enfance les souvenirs de son grand-père et qu'il transpose, et ça marche. Alors, je vais terminer avec l'évocation de ces rôles de patriarche faillibles. Alors il y en a un qui passait en parallèle de l'Unipop d'aujourd'hui, qui est le rôle de Freud dans un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais qui est très intéressant de ce point de vue-là, qui est Freud, la dernière confession, et où le film creuse notamment le rapport entre Freud et Anna Freud, d'une manière qui est très intéressante, parce que ça déboulonne quand même pas mal, hein, le personnage, la statue du commandeur Zygmunt. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant aussi parce que si on va chercher la filmo de
de Hopkins, on se rend compte qu'il y a très longtemps, en 1993, Anthony Hopkins avait interprété le rôle de C.S. Lewis, l'auteur du cycle de Narnia, dans une sorte de mélo pas terrible qui s'appelle Les Ombres du cœur, pour Richard Attenborough. Une sorte de film un peu sirupeux. Et dans Freud, la dernière confession, il joue Freud face à Matthew Goode, un excellent acteur, qui interprète C.S. Lewis, le catholique, le croyant, le converti, face à Freud l'athée. Alors ce renversement est bien intéressant. Alors, dans les toutes dernières années, on se rend compte donc qu'on va trouver pléthore de rôles comme ça, plus grands que nature, un petit peu surdimensionnés, qui sont des espèces d'excroissance ou de grossissement de ces figures de patriarches. Par exemple, Mathusalem dans le Noé d'Darren Aronofsky. Enfin bon, voilà. Et on annonce pour bientôt une nouvelle version de L'île Docteur Moreau qui devrait être peut-être intéressante, on verra. Alors je vais terminer sur The Father, que vous avez peut-être vu, de Florian Zeller, sorti en 2020. Parce que c'est un film qui offre à Hopkins, bon d'abord c'est un de ses plus beaux rôles, il est absolument éblouissant, tout le film d'ailleurs je trouve éblouissant, la mise en scène, tous les acteurs, mais parce qu'il offre à Hopkins l'occasion d'approfondir l'exploration du rapport de filiation à travers le portrait d'un père faillible à la fois sur le strict plan médical, puisque le personnage, je rappelle, dans The Father, est atteint de la maladie d'Alzheimer, et aussi sur le plan affectif, puisque il développe avec les personnages féminins en particulier toutes sortes de conflits qui sont en partie expliqués par la maladie, mais il y a peut-être d'autres explications. Donc cette faille du personnage d'autorité, du personnage patriarcal, ne quitte jamais les rôles incarnés par Hopkins. Et avant de lancer l'extrait auquel je donnerai le dernier mot, parce que vous verrez la dernière réplique qu'on entendra, je trouve, est une excellente manière de clore cette présentation, des détails autobiographiques nourrissent la construction du personnage. Si on est très attentif, on se rend compte que la date de naissance du personnage, qui dans le film s'appelle Anthony, retenez ça, la date de naissance du personnage n'est autre que celle de l'acteur lui-même. Et c'est à cette occasion qu'il a obtenu le 2e Oscar de sa carrière, devenant du même coup, j'ai déjà expliqué que c'était le premier acteur atteint donc du syndrome d'Asperger à obtenir cette récompense. C'est aussi l'acteur, il est devenu l'acteur le plus âgé à obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Bonsoir. Je voudrais savoir, y a-t-il des réalisateurs qui ont bridé le jeu d'Anthony Hopkins ? C'est difficile à savoir. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Je ne suis pas certain que le jeu de Hopkins ait besoin d'être bridé, parce que j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le genre d'acteur qui a spontanément un jeu qui s'oriente vers l'excès, vers le trop, vers l'histrionisme. Vous voyez ? Après, il a alors le site IMDb qui répertorie, que vous connaissez peut-être, imdb.com, qui répertorie qui met à jour l'ensemble de la carrière des acteurs, des actrices, etc. En ligne, dénombre plus de 150 rôles à son actif. C'est difficile de savoir, vous voyez, sur la totalité, voilà. Mais a priori, je ne pense pas, non. Mais encore une fois, on va le chercher, je pense, plutôt parce qu'il a ce... Alors chez lui, si on avait pu avoir plusieurs extraits de certains films, on aurait pu voir que sur fond, si je prends l'image musicale de la basse continue, donc sur fond de cette basse continue d'un jeu plutôt en retenue, on va avoir des moments d'explosion, un peu comme les colères de Gabin. Je prends l'exemple de Jean Gabin parce que je sais que c'est un acteur très cher à
qui m'est cher aussi, mais en particulier à François. Mais ça ne sera pas forcément des colères, en l'occurrence, mais ce sera des moments où le jeu va d'un seul coup devenir plus excessif, voilà. Mais bon, en règle générale, ça n'est pas ce qui se passe. Hein. C'est plutôt un jeu qui est dans la retenue. Mais d'un seul coup, la voix va être forcée. Il va y avoir un élément qui va... Voilà. Mais c'est pas un acteur qui s'agite, par exemple. Peut-être dans les premiers films, on va avoir un peu ça. Dans Magic, par exemple, il y a quelques moments où le personnage est un peu... voilà, il y a dans des situations où il va être un peu plus agité, un peu plus mobile. Voilà. Mais, bref. Oui, alors moi j'ai une question, je ne sais pas s'il y a une autre question dans la salle. Tu as ouvert en rappelant qu'il venait du Pays de Galles et Oui. que finalement il est devenu un acteur hollywoodien. Est-ce qu'au fil de sa carrière, il y a une espèce de va-et-vient entre le cinéma britannique et le cinéma américain où finalement il devient un acteur vraiment hollywoodien? Alors, va-et-vient, ça serait trop en dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de... C'est pas un mouvement pendulaire comme on peut observer chez certains réalisateurs ou autres. Mais, par exemple, sa carrière de réalisateur, il a réalisé un documentaire sur le Pays de Galles, enfin sur un sujet lié à la culture galloise. Donc il revient chez lui. Il arrive de revenir, mais ça n'est pas très fréquent. Ça n'est pas très fréquent. En règle générale, je dirais plutôt non. Après, il y a beaucoup de films qui sont des coproductions parfois. Ouais. Par exemple, Freud, typiquement, c'est un film qui est un peu, voilà, qui a un retour en terrain britannique, avec un cinéaste, je crois, britannique. Enfin bon, mais le sujet est un peu hybride. Oui. Et Richard Attenborough. Attenborough, typiquement, c'est le cinéaste qui est un peu transatlantique. Ouais. Voilà, avec souvent des coproductions. Magic, c'est une coproduction, par exemple. Un pont trop loin, qui est, je crois, leur première collaboration, qui est un film avec plein de stars, qui est un film de guerre qui dure, je crois, 3 heures. Enfin, où il y a... Mais par contre, il va jouer dans des univers britanniques réalisés par des cinéastes américains. Enfin, je pense à James Ivory ou à Elephant Man. Oui, voilà, oui. L'univers est britannique, mais... Absolument. Oui, mais non seulement l'univers, mais toute l'équipe, par exemple, le film de Lynch, mis à part le financement, puisque c'est produit par Mel Brooks quand même, Ouais. Mais le film, j'ai envie de dire techniquement, est britannique, au sens où le directeur de la photo, c'est Freddie Francis, qui est l'un des plus grands directeurs de la photo, j'ai envie de dire de l'histoire, mais en particulier britannique. Hein, voilà, donc, et tout autour, le casting, c'est que des Britanniques. Hein, c'est John Gielgud, John Hurt, évidemment. Donc toute l'équipe du film est britannique. Mais ça tient aussi au fait que à partir des années 80-90, il y a beaucoup de productions américaines qui sont délocalisées sur les plateaux britanniques, Pinewood ou autres. Mais c'est vrai aussi des films de Tim Burton, c'est vrai aussi de... Voilà, donc au bout d'un moment... ça devient compliqué parfois d'arriver à être... Oui, mais il y a quand même... Pardon, mais sur James Ivory, il y a quand même un univers britannique. Oui. Mais d'ailleurs, le film d'Ivory, donc les vestiges du jour, au départ, c'était un projet américain. Ça devait être réalisé par Mike Nichols, mais avec un scénario d'Harold Pinter. Donc déjà, on était dans l'hybride. Hein. Mais les stars principales, ça devait être... Alors, Hopkins était déjà prévu dans le rôle du majordome, mais autour de lui, les 2 stars principales, ça devait être Jeremy Irons, donc pareil, un acteur un peu qui navigue, et Meryl Streep. Oui. Et à la place de Meryl Streep, alors Meryl Streep, actrice immense, hein, mais bon, on a quand même Emma Thompson, c'est pas mal non plus, parce que le projet a finalement un peu initial à capoter. Et Ivory a tenu à ce que le scénario soit réécrit par sa scénariste attitrée, Ruth Power Jabvala, qui était la scénariste des productions Merchant Ivory. Sauf qu'elle a gardé des éléments du scénario de Pinter. Et Pinter, alors on ne sait pas trop pourquoi, s'il a boudé, ou enfin on n'a pas d'explication, mais Pinter a refusé d'être crédité au générique.
Donc quand on voit le film aujourd'hui, Les Vestiges du jour, et qu'on voit le générique défiler, on ne voit pas apparaître le nom de Pinter du tout, parce qu'il ne voulait être crédité à aucun titre. On aurait pu avoir une mention ou autre. Il n'a pas voulu. Il a vraiment insisté pour que ça ne soit pas le cas. Ce qui prouve au passage, précision, que les gens qui travaillent sur l'histoire du cinéma savent ça déjà, qu'il ne faut pas croire les génériques de films. Enfin, en tout cas, les génériques de films sont souvent... il faut aller vérifier derrière, très souvent, parce que voilà, c'est un exemple. C'est le mot de Jacques Prévert, menteur comme un générique. Et voilà. Voilà. En tout cas, oui, tu as raison, voilà, cette hybridité américano... mais parfois les ça films fait partie de son œuvre, en fait. Parfois les films ont l'air plus britanniques que s'ils avaient été faits par des Britanniques. Enfin, voilà, bon. Les films d'Ivory. Un grand merci, Jean-François. Bon. Merci à toutes beaucoup. et à tous. Voilà. Et ça nous a donné envie, je crois, de revoir les films avec Anthony Hopkins. Oui, il y a un film que j'ai pas eu le temps de mentionner et non plus de montrer, qui est la version des Révoltés du Bounty, oui, qui est exceptionnelle. C'est ma préférée. Et notamment parce qu'il y a une relecture du personnage du capitaine Bligh qui est très très intéressante. C'est lui qui le joue. Et il l'humanise. Oui. Et là aussi, on a vraiment une figure d'autorité qui a en même temps une faille, etc. On a tout ce que j'ai décrit d'une manière qui est vraiment magnifique. Très bien, merci. À très bientôt.